Donc maintenant, Isabelle Chatry de l'OCDE sur les problématiques financières en Europe. Merci. Alors oui, bonjour. Alors merci à CGLU, au FMDV, au CCRE de cette invitation, donc qui va me donner l'opportunité de vous présenter. Alors je vais essayer d'accélérer et d'être rapide, trop rapide sans doute, puisque je vais vous présenter des chiffres. Bon, enfin, je vais essayer de faire vite. Donc, de vous présenter les travaux que nous menons à l'OCDE, qui travaillent de plus en plus sur la dimension infranationale, sur la gouvernance pluriniveau, et notamment sur le thème des finances locales. Donc, je vais vous faire un grand panorama en vous présentant des chiffres clés aussi que vous pourrez trouver dans ce qu'on appelle le nuancier. Donc, les gouvernements infranationaux dans les pays de l'OCDE, chiffres clés. Malheureusement, j'avais prévu de vous apporter des documents, mais je les ai oubliés chez moi ce matin. Donc, vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé par ces chiffres clés. Et je vais vous présenter donc aussi les dernières tendances en matière d'évolution des finances locales avec les chiffres 2013 qui ont été publiés il y a 2 mois. Ça marche? Oui, c'est bon. Oh, mais non. Alors, donc quelques éléments de cadrage. Parce que oui, je peux avoir l'écran, l'image sur l'écran aussi, non? Parce que sinon, je ne vois pas ce qui se passe. Alors, quelques éléments de cadrage pour rappeler le poids économique et social du secteur public infranational dans l'OCDE. Et donc, ce poids, on peut l'apprécier à travers de quelques grands indicateurs. Le premier indicateur, bien sûr, c'est l'indicateur des dépenses. Et donc, en 2012, les dépenses infranationales représentent dans l'OCDE près de 40% des dépenses publiques. Dans l'Union européenne, ce chiffre est à peu près d'un tiers, donc un peu plus faible. C'est la raison pour laquelle c'est plus faible, c'est que dans l'OCDE, il y a plus d'États fédéraux. Et donc ce chiffre présente à la fois les dépenses des États fédérés et des collectivités locales et régionales. Alors ce chiffre de 40% n'est qu'une moyenne. Excusez-moi. N'est qu'une moyenne. En réalité, il y a de grandes disparités entre les pays, selon la structure unitaire ou fédérale du pays, mais aussi selon le degré de décentralisation, selon la nature des compétences exercées par l'échelon infranational. Donc sur le graphique qui est à l'écran, il croise 2 ratios. Donc le poids des dépenses locales dans le PIB, donc c'est l'axe horizontal, et le poids des dépenses infranationales dans les dépenses publiques, c'est l'axe vertical. Et donc vous voyez émerger plusieurs groupes de pays. Donc en haut, tout en haut à droite, vous avez donc moins vite, pardon. Donc, les extrêmes. Donc, en haut à droite, on voit 2 pays qui se détachent nettement, avec un haut niveau de dépenses réalisées par les collectivités locales, et donc qui pèsent des dépenses qui pèsent de manière importante dans le PIB. C'est le Danemark, d'une part, et le Canada. Le Canada, les dépenses cumulent les dépenses des provinces canadiennes et des municipalités. Donc au Canada, ça représente les 3/4 des dépenses publiques et un tiers du PIB. Tout en bas à gauche, sur le graphique, c'est l'inverse. On a là des pays encore très centralisés, où les collectivités locales ont des compétences très réduites, ou alors très peu de ressources pour les mettre en œuvre. Parce que ça, c'est aussi un problème. Elles peuvent avoir sur le papier des compétences importantes, mais pas de ressources, donc un rôle finalement pas important. Alors, c'est souvent la Grèce, la Turquie, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, etc. C'est des pays soit petits ou soit historiquement avec un État central qui est fort. Alors, ce tableau donne un aperçu rapide de la décentralisation, mais enfin, il est quand même très important de noter que ce tableau est très imparfait, puisque ce n'est pas parce qu'on a un haut niveau de dépenses locales qu'il y a une autonomie dans la dépense. Donc, beaucoup de pays, les collectivités locales dépensent, mais elles sont des courroies de transmission, des relais de l'État central, notamment pour le paiement des salaires des enseignants. Donc, il faut prendre quand même cet indicateur de la dépense de manière prudente. Ça ne révèle pas toujours le véritable degré de décentralisation. Alors, quels sont les secteurs prioritaires de dépenses dans l'OCDE et dans l'Union européenne? Donc, en vert, vous avez l'OCDE, en bleu, l'Union européenne. Alors, il y a quelques différences. Pour aller vite, donc, je vais rester sur l'OCDE. Le premier poste... Pardon. Le premier poste de dépenses, c'est celui de l'éducation, donc avec 26% des budgets infranationaux. C'est suivi par le secteur de la santé. Dans l'Union européenne, c'est en fait le secteur de la protection sociale, qui est le deuxième poste. Viennent ensuite les affaires économiques et la protection sociale.
Alors, deuxième indicateur, c'est le poids des employés du secteur public infranational. Mais dans ce domaine, c'est assez difficile d'avoir des statistiques en raison des grandes différences de statut. Donc, il y a un moyen d'essayer d'évaluer ce poids de la fonction publique territoriale, c'est au travers des dépenses donc de fonction publique, des dépenses de personnel. Et on voit que dans l'OCDE, les dépenses infranationales représentent plus de 63% des dépenses publiques. C'est la moitié dans l'Union européenne. Donc c'est un indicateur assez révélateur. Et d'ailleurs, quand on regarde au niveau des pays, on voit aussi les grandes disparités. On voit des pays donc, à gauche où les employés des collectivités infranationales représentent la grande majorité des emplois publics. Plus des 3/4, par exemple en Suisse, au Canada, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, au Japon, etc. Et à l'inverse, des pays où la fonction publique territoriale, en termes de masse salariale, bien sûr, est beaucoup plus importante, et les collectivités locales ne représentant que 15% des emplois publics. Oui, c'est des emplois publics. Troisième indicateur, c'est le poids de la commande infranationale dans la commande publique. Dans l'OCDE, la commande donc, des collectivités infranationales représente 50% de la commande publique. C'est 46% dans l'Union européenne. Donc on voit des minimums et des maximums avec la Grèce, qui est souvent dans les minimums européens, et le Canada, qui est souvent le maximum de l'OCDE. Quatrième indicateur, et non des moindres, c'est celui de l'investissement des collectivités infranationales, et plus particulièrement de l'investissement direct, c'est-à-dire hors les transferts en capital. Et là, grosso modo, c'est la FBCF, la formation brute de capital fixe. Et dans ce domaine, les collectivités infranationales sont un acteur clé. Vous connaissez ce chiffre, il est bien connu. Les collectivités infranationales réalisent dans l'OCDE plus de 72% de l'investissement public direct. Dans l'Union européenne, ce chiffre est des 2/3, donc 66% de l'investissement. Alors, investir est donc une fonction clé des collectivités infranationales qui jouent un véritable rôle de locomotive. Alors, ce rôle moteur, là encore, varie fortement selon les pays. Vous voyez à gauche, dans les pays qui sont plutôt des pays fédéraux, les ratios sont très élevés. Donc, Canada, Belgique, États-Unis, Allemagne, Suisse. Donc l'investissement cumulé des États fédérés et des collectivités locales totalise plus de 75% de l'investissement public. Mais on trouve aussi des pays unitaires, notamment le Japon, ou la France, ou la Finlande, ou l'Italie, où l'investissement local est très important donc, par rapport à l'investissement public. Et puis bien sûr des pays où on a des minimums, donc la Grèce, l'Estonie, la Turquie, etc. Quels sont les secteurs prioritaires pour l'investissement des collectivités infranationales? Alors ce coup-ci, c'est plus l'éducation, ce sont les dépenses liées au développement économique qui mobilisent 37% des budgets d'investissement. Donc le développement économique, c'est tout ce qui est en matière de transport, de communication, d'énergie, de construction et bien sûr les aides la construction liée au développement économique. Ensuite, on a les investissements en matière d'éducation, puis le logement et l'équipement collectif. Cinquième indicateur, du côté des revenus maintenant, donc, et en particulier des recettes fiscales. Alors, le chiffre qui est là représente à la fois les recettes fiscales propres et les recettes fiscales partagées. Donc propres, c'est-à-dire sur lesquelles les collectivités locales ont un pouvoir sur les taux ou sur les bases, et partagés, ce sont des impôts nationaux qui sont redistribués aux collectivités locales, mais en tant qu'impôt et pas en tant que transfert ou pas en tant que dotation. Alors, ces recettes fiscales représentent en moyenne 1/3 des recettes fiscales publiques dans l'OCDE et près de 27% dans l'Union européenne. Alors, le poids de ces recettes fiscales propres partagées varie aussi très fortement selon les pays. Et donc, ça donne une première indication du niveau de décentralisation financière. Mais ça reste encore imparfait puisque ce sont les recettes fiscales propres et partagées. Donc, propre, il y a une autonomie. Partagée, il n'y a pas d'autonomie. Il y a un dialogue avec l'État central éventuellement, mais ce sont des modalités de partage qui sont décidées au niveau national. Mais ça donne quand même une indication. Et on voit sur le graphique que le poids des recettes fiscales dans les recettes totales des collectivités infranationales, donc c'est ce que représente le graphique, c'est à peu près 45% dans l'OCDE. Ce poids donc des recettes fiscales dans les recettes infranationales dépasse 55% dans 4 pays. C'est en haut, vous voyez, c'est
les barres, c'est pas de quelle couleur, bleu. Donc Islande, Espagne, Suède et Allemagne. En France, il est de 48%. Et à l'inverse, la fiscalité représente une part minime des recettes infranationales dans des pays comme le Mexique, la Grèce, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. Alors à l'inverse, on voit que les transferts, les dotations, donc c'est la partie en rose, représentent la majorité des recettes infranationales dans ces pays, donc, où les recettes fiscales sont moindres. Donc les autres recettes, ce sont les recettes tarifaires, les redevances, les recettes liées à la propriété, etc. Donc les autres couleurs. Dernier indicateur, enfin, c'est la dette infranationale, qui représente près de 20% de la dette publique dans l'OCDE et 15,7% dans l'Union européenne. Alors, il est important de noter que c'est la dette selon la définition de l'OCDE, donc ce n'est pas la dette de Maastricht, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus large, elle comprend d'autres éléments de dette, et notamment la dette commerciale et les réserves d'assurance. Mais bon, 20% de la dette publique est portée par les collectivités locales, infranationales, parce que dedans, il y a effectivement la dette des collectivités locales et la dette des États fédérés. Donc, collectivité locale, c'est en rose, État fédéré, c'est en rose plus foncé, et en vert, là, vous voyez la dette des gouvernements centraux. Et tout ça, c'est par rapport au PIB. Hein. Donc, c'est pour montrer le poids dans le PIB. Et donc, vous voyez, globalement, la dette locale, au regard du PIB, est relativement limitée. C'est lié, en fait, à la règle d'or qu'on trouve dans une grande majorité de pays, c'est-à-dire que les collectivités locales ne peuvent emprunter que pour investir. La dette des États fédérés est un peu plus importante parce que, comme des États centraux, ils peuvent emprunter pour leurs dépenses de fonctionnement. Alors, passons maintenant à la partie plus dynamique de ma présentation. Donc, je vous présentais l'évolution de ces grands indicateurs sur 13 ans pour l'Union européenne, puisqu'on a les chiffres pour l'Union européenne depuis 2 mois. Donc, le graphique, là, vous permet d'observer l'évolution en volume, c'est-à-dire déflaté, en base 100 sur la période 2000-2013. Et là, je vous présente les recettes, donc l'évolution des recettes. En pointillé blanc, vous voyez l'évolution du PIB, et donc notamment le creux lié à la crise. Et donc, en rose, vous voyez l'évolution des recettes fiscales, avec une forte diminution, vous voyez le creux au plus fort de la crise, donc, puisque les collectivités locales, les recettes fiscales ont diminué, notamment dans les pays où elles sont très sensibles aux variations, aux flux économiques. Et puis, on observe depuis 2011 un petit regain de la fiscalité, et puis de nouveau en 2013, une baisse. En jaune, vous voyez, c'est l'inverse. On avait pour les recettes fiscales un creux et puis une remontée. Là, vous voyez clairement une cloche, une montée des recettes, donc des recettes de dotation, de transfert pendant les plans de relance, donc avec un fort soutien des gouvernements centraux aux collectivités locales. Et puis, depuis les plans d'austérité en 2010, vous voyez clairement la chute donc, des recettes de transfert et de dotation. Une chute qui a continué, qui s'est même accentuée en 2013, puisqu'elles ont encore baissé en moyenne dans l'Union européenne de 3%. Et cette baisse n'est pas compensée par les autres revenus. Et au total, donc, on a une baisse des recettes infranationales de 1,8% en volume en 2013. Mais là encore, il ne s'agit que d'une moyenne. Et donc là, je voudrais zoomer sur l'évolution des dotations, donc des transferts des gouvernements centraux en 2013. Et vous voyez donc tout en bas donc les pays pour lesquels ça a encore baissé très fortement sur une année. Et si on regarde le cumul sur plusieurs années, des pays ont particulièrement souffert, notamment le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, le Portugal, etc. Alors, après l'évolution des recettes, regardons l'évolution des dépenses. Donc, vous voyez toujours le même type de graphique. Hein. Vous voyez en rose, c'est l'évolution des dépenses totales, avec depuis 2010 une tendance à la baisse des dépenses, donc un contrôle sur plusieurs postes de dépenses, notamment une baisse des dépenses de personnel depuis 2010. Donc c'est lié au plan d'austérité, aux réductions, aussi licenciements ou non-renouvellement des contrats, etc. Baisse des salaires aussi dans la fonction publique territoriale, donc une baisse qui continue depuis 2010. Il y a aussi une stabilisation du poste de la consommation intermédiaire, donc les achats de biens et services. Et puis, la courbe en jaune, vous voyez très clairement la cloche, toujours la cloche liée au plan de relance, avec une forte hausse de l'investissement infranational. Et puis, depuis 2010, une forte chute très accentuée
qui se stabilise un petit peu en 2013, puisque l'investissement ne baisse plus que de 0,8%. Mais vous voyez la pente très très forte, donc qui montre bien que l'investissement a retrouvé son rôle de variable d'ajustement budgétaire. Il y a beaucoup de programmes d'investissement qui ont été arrêtés, qui ont été reportés. Et en fait, seules sont maintenues les dépenses dites de renouvellement, d'entretien, et non pas des dépenses nouvelles d'investissement. Et on voit sur la courbe que le niveau d'investissement en 2013 est revenu à celui d'il y a 10 ans. Et donc, entre 2009 et 2013, l'investissement direct a baissé de 5% par an en moyenne en volume, soit en cumulé une baisse de 20% entre 2009 et 2013. Alors, si on regarde au niveau des pays, la baisse annuelle de l'investissement donc sur 2009-2013, en moyenne, est très importante. Donc, vous voyez les pays les plus impactés, l'Espagne, l'Irlande, le Portugal, la Grèce. En Espagne, par exemple, la baisse a été de plus de 25% par an en moyenne entre 2009 et 2013. Donc, on est passé à un chiffre global de 35 milliards d'euros en 2009 d'investissement infranational à 10 milliards en 2013. Donc, c'est quand même une chute très importante. Alors, le graphique suivant montre l'évolution du déficit et de la dette. Donc, je vais être très rapide pour ne pas rentrer dans les détails. Donc, on voit que depuis 2010, les déficits infranationaux se sont réduits. On a aujourd'hui un déficit de 0,1% du PIB, c'est quand même très, très peu. La dette s'est stabilisée, elle avait beaucoup augmenté avec la crise, et donc là, elle se stabilise. Donc les couleurs, en fait, différencient la dette des États fédérés et la dette donc, des collectivités locales. Alors, en conclusion, rapidement, je voudrais aborder les impacts de plus long terme que semble avoir généré la crise donc, sur les collectivités infranationales, avec 4 grands domaines de transformation. D'abord, un impact sur l'organisation institutionnelle et territoriale, un impact sur les relations financières entre les niveaux de gouvernement, État, collectivités locales, un impact sur la gestion financière des collectivités territoriales, et puis je conclurai sur l'investissement public. Alors, les transformations institutionnelles et territoriales, là, je vous ai représenté la carte de l'OCDE. Il y a à peu près 140 000 collectivités infranationales dans l'OCDE, dont 136 000 communes. Mais c'est un paysage qui est très mouvant. Et les transformations de ce paysage se sont accélérées donc, depuis la crise. Donc, avec, sur le plan institutionnel, des mouvements de décentralisation, de fédéralisation, mais aussi de recentralisation, par exemple en Hongrie. Sur le plan de l'organisation territoriale, une accélération des fusions de communes, une accélération aussi de la coopération intercommunale et des incitations à la coopération intercommunale, et notamment au niveau des métropoles, avec une volonté d'améliorer la gouvernance métropolitaine. Il y a aussi des réformes qui touchent les niveaux intermédiaires, les provinces italiennes, les provinces en Belgique, les départements en France, hein, c'est un sujet d'actualité. Processus aussi de régionalisation, donc soit de redécoupage des régions, soit de renforcement de leurs compétences. Et donc, par exemple, en France, vous êtes au courant donc, de la réforme régionale. Aux Pays-Bas, il y avait une réforme de fusionner 3 provinces qu'on appelle la North Wing, donc qui était en cours depuis quelques mois, qui a échoué. En fait, elle n'a pas passé le cap du Parlement. Voilà, donc on pourra, si vous voulez, je pourrais vous en dire un petit peu plus sur ces réformes, mais je vais aller vite. Donc là, j'avais prévu des diapositives sur la taille des régions en termes budgétaires et géographiques. Donc je passe sur le deuxième impact, c'est celui sur les relations financières entre les différents niveaux de gouvernement. Et ces relations sont en train d'évoluer. On peut distinguer deux dimensions. Ah oui, voilà. Ça, c'était sur les régions. La première dimension, c'est le développement de la gouvernance multiniveau, pluriniveau. D'abord dans l'élaboration des budgets, avec une volonté accrue de faire jouer les synergies entre les budgets européens, les budgets des gouvernements centraux et des collectivités locales. Deuxièmement, dans l'exécution des budgets aussi, avec un renforcement des mécanismes de surveillance, de contrôle, de reporting, et aussi un renforcement des règles de discipline budgétaire, via l'imposition de normes de dépenses, de cibles en matière de déficit, de règles prudentielles pour le recours à l'emprunt, etc.
Dans plusieurs pays, ça se négocie davantage dans le cadre de pactes internes de stabilité ou d'accords intergouvernementaux. Deuxième aspect du changement de ces relations, c'est celui des transferts intergouvernementaux liés à la solidarité, avec un développement ou des réformes des mécanismes de péréquation horizontaux et verticaux, avec de nombreux exemples en Italie, en Espagne, en France, etc. Voilà. Troisième catégorie d'impact, celui sur la gestion financière des collectivités territoriales, puisque le défi aujourd'hui, c'est de comment faire plus et mieux avec moins, et ce, de manière durable. Donc les nouvelles contraintes financières imposent de rechercher des moyens d'améliorer l'efficacité de la gestion budgétaire, et ce à tous les niveaux. Au niveau d'abord du patrimoine des collectivités locales, souvent qui est mal connu, qui est mal évalué, qui est mal géré ou peu géré. Et donc, de plus en plus de collectivités locales innovent et lancent des opérations de gestion active de la dette, d'optimisation de la trésorerie, de gestion du patrimoine immobilier, etc. Au niveau des recettes aussi, donc de nombreuses réflexions ont lieu sur les modèles de financement les plus adaptés aux collectivités locales. Donc, quel type de recettes privilégier, comment optimiser la fiscalité locale, comment lutter contre l'évasion fiscale, les méthodes de collecte, les impayés, la réévaluation des cadastres, etc. Comment aussi diversifier les recettes des collectivités locales ou trouver des nouvelles sources de financement, par exemple en faisant payer davantage l'usager que le contribuable, et aussi comment diversifier les sources d'emprunt. Donc, ça a été largement évoqué, je pense, pendant tous les débats, donc, en faisant davantage usage des émissions obligataires ou aux agences municipales de financement. Et dans de nombreux pays de l'OCDE, il y a beaucoup de réformes qui sont en cours sur tous ces sujets. Enfin, au niveau des dépenses aussi, les collectivités sont contraintes de faire des choix et d'arbitrer, ce qui les conduit donc davantage à évaluer la performance de leurs services au regard des coûts, de maîtriser ces coûts, de rechercher des sources d'économie, de restructurer certains services, de mutualiser certaines fonctions, par exemple informatique, ressources humaines, énergie, etc., d'externaliser ou au contraire de remunicipaliser certains services, et enfin s'interroger sur la politique d'investissement. Et ce sera ma conclusion, parce que je pense que Claire Charby de l'OCDE hier a déjà évoqué cette question. Donc l'OCDE a adopté, enfin le Conseil de l'OCDE a adopté une recommandation sur les principes liés à l'investissement public, donc pour une meilleure efficacité, avec 3 grands piliers. Un pilier sur améliorer la coordination entre les différents acteurs et entre les politiques sectorielles, renforcer les capacités pour concevoir et mettre en œuvre des projets d'investissement, et enfin mettre en place un cadre réglementaire et financier solide, adapté donc à l'investissement. Donc l'objectif étant d'améliorer l'efficacité de la gouvernance de l'investissement public, donc pluriniveau. Voilà, donc si vous voulez, vous pourrez avoir ma présentation. Là, il y a une liste de documents que nous publions sur les finances locales et l'organisation des collectivités locales dans les pays de l'OCDE. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop rapide et